de notre système d'enseignement. Le triple dénominateur commun de ces politiques menées de concert, donc je l'ai dit, aussi bien par les gouvernements de gauche que par ceux de droite. On le voit donc bien, en matière d'éducation comme en tout autre, nos mots sont l'œuvre commune de la gauche comme de la droite, de l'UMP comme du PS. L'impératif absolu est donc de rompre avec ces politiques scolaires et d'en finir une bonne fois pour toutes avec leurs sombres orientations. Il en va de l'avenir de notre jeunesse, de celui de notre école républicaine et donc de la France. Et au collectif Racine, nous en avons l'absolue conviction. Ce n'est donc qu'à la faveur d'un changement politique radical que deviendra possible le redressement de l'école que nous appelons de nos voeux et auquel nous travaillons. C'est en effet, nous l'avons dit également ce matin, par le haut qu'il sera permis à notre école de se retrouver elle-même et de renouer avec ses missions essentielles. C'est sous la condition nécessaire de la volonté politique sans faille qui en fera sa finalité, en restaurant l'État de sa souveraineté. Et cette volonté politique sans faille, nous le savons, est incarnée par Marine Le Pen. Marine Le Pen, présidente du Front National et du Rassemblement de Marine, dont le collectif Racine est l'une des composantes, est l'incarnation manifeste de cette volonté politique inébranlable qui est en phase directe avec les aspirations et l'intérêt général du peuple français. Ainsi oriente-t-elle notre engagement politique, qui est tout aussi bien un engagement en faveur de l'école de la République. Nous avons donc commencé, je reviens un peu rapidement sur mon propos de ce matin, nous avons donc commencé à avoir vocation à rassembler toujours plus largement les personnels de l'enseignement et de l'éducation, qui sont animés par ce même indéfectible attachement à l'école comme à la France. Et ne nous y trompons pas, même si dans ce milieu il y a de sérieuses pesanteurs idéologiques, il y a aussi des réserves de patriotisme, comme chez tous les Français. Parallèlement, des personnalités de référence, je l'évoquais au cours d'une conversation tout à l'heure, n'hésitent plus à exprimer publiquement la proximité qu'elles ressentent à l'égard des positions et des propositions qui sont les nôtres. Nous avons eu en particulier l'immense plaisir de lire un article dans Le Point, dont l'auteur est Jean-Paul Brighelli, qui est une figure de référence dans le monde de l'éducation, qui est l'auteur d'un livre qui s'est très largement vendu, faisant une critique très virulente, enfin sans appel, de ce qu'est devenu l'école, intitulé le livre La fabrique du crétin. Et bien Jean-Paul Brighelli a exprimé, alors qu'il n'est pas de notre famille politique à l'origine, sa proximité avec nos positions, avec nos propositions. Tout cela, vous l'aurez compris, est extrêmement encourageant. Les attentes auxquelles il s'est avéré que nous répondons, chez les enseignants et bien au-delà, chez les parents d'élèves très souvent conscients des maux dont souffre l'école, auxquels s'ajoutent bien sûr les succès électoraux que connaît notre mouvement politique, tout cela doit nous inciter à poursuivre et à amplifier notre implantation. Et parallèlement, à développer et à approfondir le travail de fond que nous avons entrepris afin d'analyser l'ensemble des dysfonctionnements qui compromettent notre système d'enseignement, et ceci bien sûr donc dans le but de le redresser effectivement. Aujourd'hui, nous avons donc lancé la section du chair du collectif Racine, que M. Johan Guillaume dirigera, qui prendra la responsabilité. Je le disais ce matin, c'est la 6e section départementale du collectif Racine, qui est donc officiellement implantée dans 6 départements répartis dans toute la France. Donc je vais faire la liste rapide si vous le souhaitez. Nous sommes tout d'abord implantés dans le Var, c'était le 28 avril 2014, pardon. Nous avons ensuite ouvert une section en Loire-Atlantique en juin, puis une 3e section à Paris, une 4e section dans le Finistère, une 5e section déjà en région centre la semaine dernière à Tours dans l'Indre-et-Loire. C'est donc aujourd'hui la 6e section que nous officialisons. Le but également de notre rencontre, outre le plaisir que nous avons eu à échanger, eh bien, était de jeter les bases de futures sections départementales. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer la création prochaine de 4 nouvelles sections dans la région, disons, Grand Centre. Tout d'abord, celle du Puy-de-Dôme, dont Mme Lecoq a accepté de prendre la responsabilité. Donc, une première section dans le 63. Pardon. Voilà. Directrice d'école à Issoire. Voilà, nous allons également prochainement, dans un futur plus ou moins proche, lancer une section dans la Nièvre, dont M. Gaillard devrait prendre la responsabilité également. Puis une section dans l'Yonne, dont mon voisin de gauche, M. Dacier, que nous avons entendu
tout à l'heure, eh bien, prendra la responsabilité. Et j'ai donc gardé celle qui, puisque celle que nous lançons officiellement aujourd'hui, est la plus avancée parce que d'ores et déjà une date peut vous être communiquée. Nous lancerons le 8 novembre prochain, probablement à Moulins, la section de l'allié du collectif Racine, dont M. Mathieu Manuel a été secrétaire de la Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Manuel. En ce qui concerne, j'ai 28 ans, je suis marié, je suis donc enseignant pour les collégiens et les lycéens, je suis aujourd'hui professeur de génie civil dans le secondaire, par ailleurs donc secrétaire au Rassemblement Bleu Marine de la première circonscription du département de l'Allier, 03, c'est dans la région d'Auvergne. Voilà. Je suis donc secrétaire départemental du collectif Racine de l'Allier. Nommé depuis peu. Je travaille dessus avec 4-5 enseignants très activement, en parallèle avec Johan Guilherme et son secrétaire général. Donc je voulais ajouter aussi qu'il y a quelques enseignants qui ne veulent pas travailler activement parce qu'ils veulent garder l'anonymat, parce qu'ils craignent que clairement les dégradations supplémentaires dans leur confort professionnel, déjà tellement mis à mal depuis de longues années, par les pouvoirs successifs de droite gauche, parce que de toute façon à gauche c'est pareil. Voilà, on arrive à la fin, vous nous avez patiemment écouté. Encore un grand merci à tous et à toutes d'être venus nous rejoindre ici à Bourges. Je ne sais pas si certains ont des questions encore une dernière fois, je pense que tout a été dit, non? Ok. Oui, Manuel? Oui,
pense que, à la différence d'un syndicat enseignant, un syndicat est là pour défendre les enseignants, nous, on est là pour défendre les élèves, on mettra toujours, et ça restera toujours au cœur de nos débats. Voilà, on est là pour défendre tous les jeunes de la nation, tous les enfants de la nation, pour leur offrir un avenir meilleur que ce qu'on leur propose actuellement, et on le voit bien de plus en plus, comment dire, les élèves ne choisissent plus ce qu'on leur propose, parce que ce qu'on leur propose aujourd'hui, ça ne leur convient pas. Et nous, on veut leur donner envie d'aller à l'école, leur donner envie d'avancer, d'évoluer, pour que plus tard, ça fasse des hommes et des femmes dignes de ce nom. C'est l'avenir qu'elle donne aussi à la nation. Voilà. Il y a M. Gassier, on reste à la fin. Si certains veulent joindre à nous, on va encore parler un petit peu encore. Puis après, on va visiter Bourges pour ceux qui le veuillent dans 1 heure ou deux. Voilà, parce que c'est une belle ville. Ceux qui ne la connaissent pas, on va aller se promener dans les vieilles rues. Moi, je vais faire encore le micro, non, sans micro, je vais faire le guide. Et puis, je vous emmène dans des endroits, voilà, des endroits mystérieux, dans des endroits très connus, très touristiques, notamment la superbe cathédrale. Voilà, donc si certains veulent joindre à nous, même les Berrichons, même les Indriens, ils sont là. Parce que moi, j'ai vécu à Châteauroux des années, je ne connaissais même pas très bien notre capitale du Berry. Voilà, donc Madame Laura, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus, monsieur Madame Laura. Voilà. Merci encore à tous. Et puis. Merci à toi pour l'organisation. Tout ça préfigure d'autres rencontres plus passionnantes certainement encore, parce qu'on aura encore avancé, on se sera organisé, on aura encore monté en nombre d'adhérents et d'enseignants. Et ce n'est que le début du commencement. Voilà. Merci encore. Les UFM, rebaptisés, supprimés 2 ans, il n'y a pas de flottement, puisque Sarkozy les avait supprimés, aujourd'hui sont les SP, doivent tout simplement être mis hors la loi. Voilà. La pédagogie, c'est un art au sens d'une pratique dans laquelle on devient de plus en plus habile au fur et à mesure, justement, on la pratique. On peut aller dans le mur, mais c'est justement ce qui permet de se relever. Mais en aucun cas, la pédagogie ne passe par l'apprentissage, enfin la déformation au contact de théories fumeuses, celles qui sont enseignées dans les UFM. La psychopédagogie et tout cela, je me permettrai, le texte est, parce que l'analyse est un peu longue, je me permettrai de vous renvoyer à des propos que j'ai prononcés lors de notre conférence de lancement où je parlais de l'autorité. J'ai largement développé le fait qu'il y a un contresens majeur sur ce que c'est qu'un élève qui a conduit à mettre en place les UFM. Parce que finalement, les UFM envisagent l'élève comme un individu sous le rapport de la psychologie, de la sociologie aussi, peut-être en moindre mesure. Or, justement, un élève, c'est pas tout à fait un individu. Parce que quand on s'adresse à un élève, alors il y aurait une différenciation à faire évidemment selon les niveaux, mais disons qu'à partir du collège, l'élève est déjà grand et l'école ne l'a pas à s'adresser, l'enseignement ne s'adresse pas à lui en tant qu'individu. Elle s'adresse à ce qu'il y a d'universel en lui, c'est-à-dire son intelligence, et pas du tout ses particularités individuelles. Donc il y a un énorme contresens qui est à la source même de ces formations qui, dans les faits, ont consisté en une véritable déformation des enseignants. Je pèse mes mots, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants passés par les UFM ont très vite compris, et heureusement pour eux, que pour pouvoir faire ce métier correctement, il fallait qu'ils fassent exactement l'inverse de ce qu'on leur avait appris à faire dans les UFM. Voilà. Donc les UFM, c'est là ce qu'on désigne le terme connu par le pédagogisme. Le pédagogisme, c'est effectivement ce malentendu, cette
cette déviance de la pédagogie qui se méprend sur ce que c'est qu'un élève parce qu'elle envisage le rapport de ce qui en plus sont des pseudosciences, hein, la psychopédagogie et autres hypothèses. Voilà, donc il faudra en finir, c'est un élément essentiel. Là, je comprends. Merci Alain. C'est ça, très bien. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a d'autres choses à rajouter sur ça? Oui, monsieur Stéphane, de la Nièvre. Déjà, je suis très surpris quand je vois la formation des éducateurs sportifs. On a quand même 30% du temps qui est consacré à la pédagogie, aussi bien pratique qu'en salle. Et je m'étonne que pour former nos enfants en éducation nationale, on n'a pas de cours de pédagogie dans les formations. C'est la grosse surprise pour moi aujourd'hui. On apprend quelque chose tous les jours. Et puis je reprends le micro aussi, surtout pour poser une question que j'ai beaucoup de mal à trouver la réponse. En venant sur l'intervention de mon ami ce matin, où il me disait que le vendredi, acrobranche, le lundi, il tire à l'arc, je pense que c'est dû à l'absence de professeurs. Et on sait le chiffre, 860 000 enseignants au niveau national. Combien enseignent réellement sur le terrain? Ce chiffre, on n'arrive pas à le savoir. Est-ce que vous avez des précisions? Est-ce que vous pouvez... Il y a alors, le ministère le sait à peu près, je dis à peu près parce qu'il y a certains éléments qui laissent soupçonner qu'il ne sait pas, ce qui est incroyable, exactement le nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale, particulièrement de personnel enseignant. Par contre, les estimations qui existent, et c'est énorme effectivement, c'est que sur les 800 000 et quelques, 860 000 personnels enseignants, donc au total, c'est 1 100 000 si on compte les personnels non enseignants. C'est 860 000, effectivement, entre 840 et 860 000 pour les personnels enseignants. Il y aurait à peu près un dixième de l'effectif, voire plus, 100 000 environ, équivalent temps plein, qui ne seraient pas dédiés à des actes d'enseignement. Donc, là-dedans, il y a les congés maladie. Alors, je ne veux pas faire la démagogie outrancière, en tout cas, je ne suis pas en train de dire que les enseignants sont tous malades, ou des raisons d'être en dépression. On sait par exemple, c'est connu qu'il y a une maison de santé de repos spéciale éducation nationale, elle est connue, elle s'appelle la Verrière. Bon, mais il y a beaucoup de congés maladie, effectivement, dans cette profession. Par ailleurs, des charges syndicales extrêmement nombreuses. En troisième lieu, les congés pour formation, stage et autres choses dont souvent on se demande à quoi ça sert et si c'est même recommandable. Parce que si effectivement c'est pour se mettre en congé de formation, pour recevoir une formation IUFM bis, ça tombe sous le coup de la condamnation que je formulais tout à l'heure. Donc c'est à peu près effectivement un huitième, un dixième de l'effectif qui, équivalent, temps plein, qui n'enseigne pas. Un huitième. Merci. Monsieur Stéphane, vous êtes aussi dans l'éducation, le sport, hein, c'est ça? Voilà. En parlant de ce huitième, c'est aussi bien qu'ils soient où ils sont, entre parenthèses, parce que si on les mettait face des élèves, ça serait encore plus catastrophique. C'est un peu méchant. Mais bon. Alors, est-ce que quelqu'un avait des choses à rajouter sur ça? Les parents d'élèves, est-ce qu'il y a des parents d'élèves ici? Parce que c'est à faire. Bon, vous êtes parents d'élèves. Madame Fourreau, en tant que maman. Ils sont petits. Alors, mais comment ça se passe à l'école? Ça se passe bien? Super, on a des choses positives. Okay. Bien. On passe à la suite? 14h45. Alors, la suite du programme. C'est moi qui vais intervenir. J'interviens sur... en fait, ça va regrouper tout ce qui a déjà été dit. En fait. J'interviens sur l'école primaire de façon générale, sans prétention aucune. Alors, aux jeunes Français, quelle formation, quel avenir? Toujours sur l'école primaire. Aux petits Français, quelle formation en école primaire et quel avenir? Alors, il y a trois choses, en fait, qui vont tout ce qu'on a dit, j'espère apporter des solutions. On n'en a pas parlé beaucoup. Dans le discours de Marine Le Pen, c'est la première chose qui est dit à chaque fois, c'est la question de l'autorité de l'enseignement. Ensuite, c'est un petit peu personnel, mais l'art d'éduquer, qu'est-ce que c'est éduquer? Parce qu'on parle de beaucoup de choses, on parle de la motivation, etc. Mais qu'est-ce que c'est éduquer? Il y a peut-être quelque chose qu'on a perdu sur le chemin en 30 ans,
qui était évident avant, qui n'est plus aujourd'hui dans l'éducation pratique. Et enfin, la baisse du niveau d'instruction, je parle toujours à l'école primaire, et en particulier du français. Alors, l'autorité de l'enseignant. Je rappelle ce que c'est l'autorité, parce on dit tellement de choses aujourd'hui. C'est simplement la capacité qu'un enseignant ou un parent, qui que ce soit, qui a un rapport avec l'individu, eh bien de se faire obéir et respecter. C'est ça, se faire obéir et se faire respecter. Eh bien, l'autorité à l'école est en berne, en fait. Et pas seulement dans le corps du métier d'enseignant, il y a aussi les médecins, les policiers, ils le vivent aussi, il n'y a pas que nous. Cela va de pair, en fait, avec l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Les chefs d'établissement, bien sûr, aussi. Non, très c'est enseignant, désolé. Il est loin le temps où un seul policier, par exemple, surveillait un stade de foot avec des dizaines de milliers de spectateurs. Vous vous rendez compte, ça existait pourtant ça. Et loin le temps où un enseignant avait, bon, on pouvait le temps aussi ça, mais avait une classe de 40, voire 100 élèves, il y a une centaine d'années. Hein. Moi, je me suis renseigné. Le redressement de l'autorité de l'État passe déjà par le rétablissement de l'autorité de l'enseignant, hein, et par la lutte d'une idéologie qui est quand même pernicieuse, qui consiste à confondre l'autorité et l'autoritaire. C'est pas la même chose, justement. Parlons-en. L'autorité, c'est quoi? Alors, j'ai cherché une phrase pour résumer ça. Ça m'a été très difficile, hein, mais j'ai cherché une phrase, c'est la suivante. L'autorité, c'est ce cadre naturel à l'intérieur duquel peuvent justement s'exprimer la bienveillance de l'enseignant et l'attention de l'élève. En fait. C'est cet équilibre entre les deux. Alors, c'est pas du tout... des fois, il faut sanctionner. Un enfant, il est naturellement, des fois, il n'est pas motivé, il en a marre, il provoque. Il touche le fil électrique, ben, il touche. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne signifie pas pour autant que c'est tout le temps comme ça. La question qui se pose aussi, c'est l'autorité de l'enseignant, mais parents et enseignants, bien dans l'idéal, en fait, actuellement, on a l'impression qu'ils se regardent en chien de faïence. Hein. Moi, j'étais, encore je disais, dimanche d'avant, aux associations, aux réunions des associations, forum des associations, qu'est-ce que j'ai vu? FCPE, j'ai vu des Amis de France, j'ai vu plein d'associations de parents d'élèves. Ils sont quand même, ils n'osent pas confier l'éducation, ils ne veulent pas que les enseignants fassent la partie éducative, c'est ce que j'ai ressenti globalement. Donc ils se regardent un peu en chien de faïence, c'est pas du tout l'idéal, ça. Parents enseignants devraient apprendre à travailler main dans la main, à faire bloc, et sans que l'autorité de l'un n'empiète sur l'autorité de l'autre. C'est ce qui est même de l'enseignant dans sa classe, il a délégation des parents, ce qui est dans la maison, c'est ce qui se passe à la maison. Eh bien, quand les parents laissent leur enfant à l'école, ils acceptent, ils délèguent en leur absence leur autorité parentale à celui de l'enseignant. Idéalement, qu'est-ce que c'est dans la pratique éduquée comme ça? Et l'autorité, c'est que les règles à la maison soient les mêmes qu'à l'école. Souvenez-vous, les anciens vous diront, mais quand je remets une punition à l'école, j'avais une deuxième punition à l'école. Vous vous rendez compte aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Vous avez les parents qui vous appellent pour vous dire, mais vous êtes fous, vous venez de mettre une punition à mon fils, enfant roi. Et ça tient qu'à ça, c'est des choses aussi simples que ça dans la pratique qu'il faut appliquer. C'est pas, voilà, ça a sorti peut-être des choses et des tiroirs poussiéreux, mais il n'y a rien d'autre qui marche. Hein? Voilà, enfin, je parlais de l'autorité, elle est quand même liée, donc j'ai dit, à l'obéissance, mais au respect. Et le respect, ça se résume aux choses simples, c'est de la politesse, c'est bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, oui, le ouais, la tenue du corps aussi, le vouvoiement, et pas de copinage. Alors, on est passé peut-être d'un extrême à l'autre, aussi bien chez les parents aussi. Les parents avant, il y avait une distance, parfois le père était très distant, hein, les enfants. Aujourd'hui, on est arrivé dans une autre distance. On est trop proches, on est trop copains, du coup, on n'est pas très au sérieux le jour où l'ado arrive et puis qu'il commence à arriver et à faire un peu, voilà, le rebelle. Il y a un équilibre à avoir entre une trop grande distance et une trop grande proximité pour les parents et pour les enseignants, parce que sinon, on n'a plus d'autorité et on a besoin d'une autorité. Il faut une autorité. Alors, ce qu'on n'imagine pas, c'est les conséquences d'une absence d'autorité à l'école. En fait, ça affaiblit dramatiquement à court terme comme à long terme l'école, mais la société aussi. Parce que l'école, c'est le premier lieu où, finalement, institutionnel, où il y a une autorité qui existe. En plus, je sais qu'il y a dans la famille, mais l'inviolence et l'insécurité à l'école a une conséquence, finalement, de cette absence d'autorité. Parce que quand on est fort, quand on a le pouvoir de cadrer des élèves qui sont difficiles, et alors... il n'y aurait pas tous ces problèmes de conflit, de l'assassinat de cet enseignant il y a peu de temps. Il y a un problème quelque part. Le sentiment d'impunité qui peut être développé à l'école va s'affirmer aussi dans la rue de la même manière. Un sentiment d'impunité. Moi, je l'ai vécu dans des classes très difficiles où j'ai vu des élèves m'insulter, mais j'étais aucun pouvoir de les sanctionner et de leur apprendre justement des limites dans lesquelles ils pourraient, un beau cadre dans lequel ils pourraient se développer. Non, on les laissait faire. On disait que c'était ma faute, c'était moi qui avais
méchant, je ne sais quoi. Et là, vous imaginez plus tard, c'est comme ça, plus tard, qu'il devient agressif, parce qu'on ne lui a pas mis ce cadre vertueux. Mais c'est aussi, du coup, comme je le dis, l'accroissement de la violence et de l'insécurité conséquent d'une baisse de l'autorité, mais aussi l'augmentation du communautarisme, parce qu'on n'est pas capable d'affirmer des valeurs, donc on laisse développer ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est quelque chose, l'autorité, dont on a perdu certainement une notion pratique, qui est évidente pour certains qui sont des anciens, mais pas évidente du tout aujourd'hui pour des jeunes qui sortent des EFM, etc. On n'en a jamais parlé, parce que c'est considéré comme autoritaire. L'autorité de l'enseignant, l'art d'éduquer, alors c'est peut-être prétentieux de parler de ça, mais c'est pas une coquille vide l'éducation. Hein. Je distingue donc l'éducation de l'instruction pour l'école primaire. L'instruction, c'est de l'ordre de l'enseignement des matières, des disciplines du français, des maths, de l'histoire, etc. Et l'éducation, c'est des valeurs. Hein. Il faut bien distinguer les deux, et il n'y a pas l'une sans l'autre, mais il est plus important qu'on ait un peuple éduqué qu'un peuple instruit. Parce que des fois, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'instructions, mais est-ce que nos enfants sont de meilleure qualité qu'hier? Parfois même, on a le contraire effet, quand on a l'effet contraire. Quand on n'a que de l'instruction, eh bien, sans éducation, on a l'effet contraire de ce qu'on veut dans une société. Est-ce que c'est pas ce qui se passe en ce moment? Charles Péguy écrivait que tout est joué avant que nous ayons 12 ans, ce qui valorise encore plus le travail qu'il faut fournir sur l'école primaire. Il faut donner une colonne vertébrale à nos enfants. Dans ce monde qui s'enorgueillit à juste titre de progrès technique, de la puissance de la diffusion du savoir grâce à Internet, est-ce que nos jeunes Français s'en sont devenus? Par l'éducation, il est essentiel d'élever la pensée de nos jeunes et leur redonner une plus grande assurance dans leurs actions. Alors, le collectif Racine porte le nom de Racine. Certes, en hommage au grand dramaturge, mais surtout parce que les Français, dès leur plus jeune âge, doivent être formés plus tard à penser à agir avec cette idée qu'il a comme premier devoir de ne pas perdre les biens mis entre ses mains par les générations qui vont précéder. L'histoire, 1500 ans ont fait de la France ce qu'elle est. Ayons une pensée pour tous ceux qui se sont dévoués, qui ont donné leur énergie, fait preuve de persévérance et de bonne volonté, ou simplement de bonté, pour que vive notre patrie, dont l'abaissement ou la disparition serait une perte pour l'humanité. C'est ça l'histoire, en fait. Elle doit être enseignée sous cet angle-là. Les œuvres de la civilisation grecque et latine nourrissent le christianisme, irrigué par le cœur, a irrigué le cœur de générations de Français par sa doctrine d'amour et de paix. L'orgueil de certains nous porte à faire table rase du passé et à mépriser l'expérience des aînés. Donnons à nos jeunes les armes qui leur permettent d'affronter leurs échecs, de surmonter les découragements dont je parlais tout à l'heure et les obstacles qui sont confrontés à la vie durant leur vie, c'est-à-dire un certain goût de l'effort et de la persévérance. Alors, on veut supprimer les notes, on veut supprimer le redoublement, mais pour être sûr de supprimer quoi? Les frustrations? Ça va affaiblir nos jeunes, de vouloir enlever les obstacles. On doit apprendre à vivre avec ces obstacles. Voilà. Tout ça conduit finalement à créer des enfants rois et à les empêcher, c'est vrai, de s'affirmer dans cette société difficile qui se présente à eux, alors que, voilà, il faut oser leur dire qu'il n'y aura pas, l'école est désespérée d'une certaine façon, parce qu'elle ne peut pas leur promettre un avenir meilleur. Parce que c'est eux qui devront construire cet avenir. Voilà, donc l'abandon, moi je le dis en termes clairs, je pense qu'il y a une haute forme d'abandon de la sphère éducative par les enseignants, mais aussi par les parents, de façon générale. Et ça a conduit aussi à une autre forme de catastrophe, c'est que cet espace éducatif qui a été laissé libre, eh bien il a été occupé dans des nouveaux corps de métiers qui sont la pédopsychologie par exemple, ou la psychologie. Tout ça, ça a explosé. Logopédie, psy, etc., pédopsie. En fait, il y en a qui ont réfléchi, ils ont dit qu'il y a des nouveaux marchés qui se créent. La médicamentation, elle va s'en plein. Alors vous allez me dire, je fais un lien entre l'éducation, l'autorité et la médicamentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on traite maintenant plus de maladies. On ne traite pas forcément des maladies, d'ailleurs, en pédopsie. On traite des troubles. On a inventé des troubles d'une manière de façon à donner des médicaments à nos enfants. Eh bien, on trouble l'hyperactivité de centaines de milliers de nos enfants, des centaines de milliers d'enfants dans les écoles, arrivent à prendre comme si c'était un acte banal, un dérivé de la cocaïne. Allez regarder sur Internet, Vidal. Quel scandale quand même cette Ritaline, si vous connaissez. Allez regarder, vous verrez. C'est ça la conséquence. Donc c'est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Parce que là, on a arrivé à un stade avancé des conséquences de tout ça. Alors, la baisse du niveau d'instruction, après avoir parlé de l'autorité, de l'art d'éduquer, la baisse du niveau d'instruction, eh bien,
il faut, on l'a dit tout à l'heure, partir à la reconquête des bases élémentaires, savoir lire, écrire et compter. En fait, pour résumer, même si je suis prof de maths et de sciences à la base, elle est quand même largement imputable à la baisse du niveau du français. J'en suis, je vous dis aussi un exemple. Il a fallu aller, je ne fais pas partie de ces élèves qui ont puis un ordre dans la main, il a fallu aller à la reconquête des bases de français personnellement, parce qu'on ne m'avait pas transmis ça non plus quand j'étais petit. Donc, si on a de la chance d'avoir des parents qui parlent parfaitement français à la maison, ça ne pose aucun problème, parce qu'on a l'habitude d'entendre le français bien parler, mais comment voulez-vous que s'exprime correctement un élève qui a des origines différentes, en tout cas des parents qui ne parlent pas forcément très bien français à la maison? Comment voulez-vous qu'il puisse émettre une idée et écrire et construire des phrases correctement si on ne lui apprend pas les règles fondamentales de grammaire élémentaire de manière approfondie, en d'autres règles? Comment voulez-vous, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves, comment voulez-vous, les parents d'élèves, comment voulez-vous jouer au Monopoly sans jouer, sans connaître les règles? Ils connaissent parfois mieux les règles du Monopoly que les règles de grammaire. Eh bien, c'est pareil, en mathématiques, on passe largement du temps à apprendre les tables par cœur, mais on ne se voit pas faire des multiplications et des divisions sans apprendre par cœur des tables. Mais en français, je peux vous garantir qu'on peut demander à un élève: est-ce que tu peux me donner ta première règle de grammaire? Il ne la connaît pas. Qu'est-ce qu'on a perdu en chemin? Eh bien, on ne fait plus, je dis très concrètement sur la grammaire, il y a une notion assez ancienne, la notion de proposition. Je ne sais pas si certains connaissent cette notion-là, elle n'est pas enseignée. La grammaire a été changée il y a quelque temps. La notion de proposition, c'est la seule qui émet l'unité structurale d'une phrase, en fait, et elle n'est plus enseignée. Alors, on va parler beaucoup des compléments de verbes, compléments de phrases dans la nouvelle grammaire, mais elle ne permet pas d'écrire, elle permet de communiquer peut-être, mais elle ne permet pas d'arriver à une compréhension globale de la phrase et de la structuration de l'idée d'une phrase. L'analyse logique et grammaticale, certains anciens en ont fait quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. La notion de style. Qui est capable d'essayer d'expliquer à un élève ce que c'est qu'un style en français? On n'a jamais fait ça, quoi. Voilà, et enfin, je parlerai aussi, pour finir, de la pratique de la rédaction et des dictées. On a vu la quantité de gens qu'il y avait tout à l'heure sur le tableau. Alors, bon, imaginez, ils ont peu de temps de faire des rédactions et des dictées, qui sont les bases élémentaires pour la pratique de leur expression écrite. Voilà. Donc, sans le français, pas d'histoire, pas de science, ni de niveau dans les autres matières, puisque c'est la base de tout. Pour pouvoir s'exprimer dans les autres matières, il faut déjà maîtriser le français. Donc, pour résumer ces choses, voilà, donc au cœur de l'enseignement primaire, il faut rétablir l'autorité des enseignants, reprendre le partenariat parents-enseignants, en termes d'éducation, et puis enfin relancer la baisse le niveau d'instruction en consacrant au moins 5-6 fois plus, en se consacrant 5 à 6 fois plus au français, à la grammaire traditionnelle. Voilà des propositions très concrètes, pratiques, je suis désolé, mais pas plus pratiques, mais à mettre en place pour l'école primaire, aussi simplement que ça. Je sais pas, j'ai voulu parler. Est-ce que certains ont des remarques à faire, des questions, des remarques de parents Non? Ok. Alors, je vais passer la main à l'un des deux pour la suite, c'est-à-dire encore une discussion sur les sections, en fait. Pas tout de suite? Bon, je vais essayer de faire une sorte de résumé ou de bilan pour voir tout ce que nous avons dit, parce que nous avons pointé une bonne quantité de dysfonctionnement finalement du système, peut nous conduire. Vous avez, Joël, d'ores et déjà tracé des voies de redressement, j'en évoquerai d'autres, et puis tout ça se concrétisera dans le cadre des sections départementales. Une aujourd'hui est officialisée, d'autres, c'était cela qui a servi aussi nos rencontres et les échanges que nous avons eus, sont d'ores et déjà en chantier, donc j'en parlerai comptablement. Bien, je dirais que ce qui nous réunit finalement tous ici, c'est une triple conviction que nous partageons, et que nous partageons non pas simplement parce que dans l'ensemble nous appartenons à une famille politique qui se trouve être la même, mais qui est également très largement partagée, au moins pour les deux premières, par la société civile. La première conviction que nous partageons, c'est la conviction du naufrage du système scolaire. Voilà, c'est un véritable naufrage qui dure depuis plusieurs décennies, depuis 30 ou 40 ans,
et qui n'en finit pas de s'accentuer. Voilà, le déclin de l'école a été poursuivi depuis 30 ans. La deuxième conviction que nous avons, c'est la conviction, bien sûr, parce que sinon nous n'aurions pas d'engagement politique, selon laquelle un sursaut est possible. C'est un sursaut qui est non seulement possible, mais qui en plus est nécessaire parce qu'il préludera le redressement nécessaire du système que nous appelons de nos voeux. Et la troisième conviction que nous partageons, alors peut-être pas encore avec la totalité de nos concitoyens pour l'instant, mais ils sont de plus en plus nombreux à la partager aussi, eh bien, c'est que la condition politique, d'abord la condition de ce sursaut est politique, et que la condition politique de ce sursaut passe par l'arrivée de Marine Le Pen aux responsabilités, qui sera par la volonté politique sans faille qui est la sienne, et qu'elle incarnera à la tête de l'État aussi prochainement que possible, eh bien, permettra la mise en œuvre effective des mesures, des réformes qui permettront le redressement effectif du système. Donc, je dirais, je vais entrer, si j'ai un peu de temps, dans le détail de quelques analyses que je voudrais vous soumettre, en restant sur un plan assez politique. Je dirais, pour repartir, eh bien que ce qui nous caractérise tout de même, c'est que même si nous entendons et nous partageons peut-être un certain un certain regret, nous déplorons ce qu'est aujourd'hui le système, pour autant nous ne cédons à aucun catastrophisme, ni à aucun fatalisme. Parce que nous savons que oui, l'école peut être redressée, pour peu que les conditions politiques donc, de ce redressement soient mises en œuvre. Je crois que pour bien mesurer ce que doivent être ces conditions qu'il faut mettre en œuvre pour que le système puisse être redressé, eh bien, il faut entrer dans le détail d'une analyse politique des causes du déclin que connaît le système. Je dirais tout d'abord qu'il faut voir dans la situation actuelle un contresens majeur sur la notion républicaine d'égalité. L'égalité républicaine, en effet, s'est trouvée depuis très longtemps comprise à contresens, et ceci du fait tout particulièrement d'un certain nombre de sociologues, au premier rang desquels Pierre Bourdieu, et de ses disciples. Du coup, le contresens qu'on a commis sur l'égalité et sur le détail duquel je vais revenir, a conduit à accoucher d'un monstre qu'est l'égalitarisme, qui, même si les deux mots se ressemblent, égalité et égalitarisme, il n'en reste pas moins que l'égalitarisme est l'exact contraire de l'égalité républicaine, et donc en est la plus aboutie des perversions. Et pourtant, de l'égalitarisme dont je vais parler, que je vais décrire un peu, eh bien, l'école, le système scolaire, a été, malheureusement et pour le pire, le champ d'application. L'égalité bien comprise, d'abord, c'est fondamentalement l'égalité des droits et l'égalité des chances. L'égalité des chances implique, pour autant que les chances égales soient données à tous, l'émulation par l'effort et la promotion par le mérite. Paul Langevin, que nous aimons bien citer, aussi parce que de plus en plus de membres du Rassemblement Bleu Marine, mais aussi du Front National, viennent de la gauche. Paul Langevin, donc, résumait cette égalité républicaine dans une formule aussi brève qu'incisive que nous avons souvent citée. Il parlait de la tâche qui doit être assignée à l'école, qui est la promotion des meilleurs, la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Eh bien, cette sélection des meilleurs par la promotion de tous a résolument, depuis bien trop longtemps, cessé d'être. Justement, l'école et l'université se sont orientées vers l'exact contraire de ce que préconisait Paul Langevin. L'école et l'université, en effet, ont été réformées depuis des décennies, de sorte à ce que le moins de sélection possible soit opéré, au point de largement nier les différences de compétences et d'aspiration qui pourtant souvent se manifestent précocement chez les enfants. Sous couvert d'une pseudo-démocratisation, en contradiction donc totale avec l'égalité républicaine, les politiques éducatives ont procédé à une massification qui a compromis l'ensemble du système. Le collège d'abord, le lycée ensuite, et jusqu'au premier cycle universitaire. À mesure que l'idéologie égalitariste était érigée en dogme, on a interdit que la sélection des meilleurs puisse s'opérer par la promotion de tous, et de fait l'école est devenue de plus en plus inégalitaire. Pour prendre des exemples concrets, c'est au titre de ce pernicieux égalitarisme qu'on a mis en place dans les années 70 le collège unique. Le collège unique a condamné ceux des enfants qui se seraient réalisés et épanouis dans les filières manuelles et techniques à suivre le même enseignement que ceux davantage disposés à se réaliser dans le cadre de savoirs plus théoriques. Et l'on a, ce faisant, par égalitarisme donc, étouffé les compétences des uns comme des autres, interdit la réalisation des talents de chacun, produit un échec scolaire massif et nourrit la violence scolaire qui en découle.
On a, par égalitarisme, toujours et encore, prétendu conduire tous les jeunes au baccalauréat. Sous le prétexte égalitarisme n'opérer aucune sélection, la quasi-totalité d'une classe d'âge obtient aujourd'hui un bac de facto profondément dévalorisé, mais autorisant la poursuite d'études longues à l'université. Ici, ce cas très pernicieux, profondément pernicieux, le contresens égalitariste, apparaît dans toute son ampleur. Car une sélection autrement plus brutale et injuste s'opère dans les faits. Le taux d'échec en première année de licence est massif. Arnaud a parlé tout à l'heure de 33%, d'un tiers en première année de licence de droit. Quand on prend les choses globalement, le taux est beaucoup plus élevé, il dépasse les 50%. Donc là, il y a effectivement une sélection qui s'opère. Nos étudiants, nos primo-étudiants sont très contents d'avoir le bac, leur famille aussi, sauf qu'ils échouent massivement à l'université. Et ceux qui parviennent à poursuivre leurs études, eh bien, obtiennent bien souvent des diplômes universitaires très largement dévalorisés, et la sélection s'opère encore plus tard sur le marché du travail, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver de débouchés. Du coup, l'hypothèque qui pèse sur notre système scolaire est donc devenue quasiment totale. À l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, dont je voudrais dire un mot, qui sont les classes même de l'élitisme républicain, où le principe de l'élitisme républicain demeure vivace, et dont je dirais, ce qui rejoindra la remarque que j'ai faite tout à l'heure à propos de la réforme de la voie professionnelle, que du coup, ce sera sur le modèle des classes préparatoires, sur le modèle que nous envisagerons une réforme du système. Eh bien, hormis les classes préparatoires et quelques autres lieux d'excellence, l'école est donc naufragée. Il serait toutefois partiel, toujours pour poursuivre cette analyse, d'imputer le déclin de l'école au seul égalitarisme. Si cette idéologie délétère a largement inspiré les politiques éducatives menées depuis une trentaine d'années, cette idéologie a été le vecteur d'une autre idéologie double, qui est l'idéologie libérale ou ultralibérale et mondialiste. On note au passage que l'on voit bien ici qu'il y a une œuvre commune des différents gouvernements, de gauche comme de droite, puisque l'égalitarisme a plutôt été porté par les politiques scolaires conduites par les gouvernements de gauche, alors que les politiques d'inspiration libérale et mondialiste ont été plutôt dans l'ensemble, disons, conduites par les gouvernements de droite, mais tout cela, bien entendu, a convergé. Le mondialisme, c'est cette idéologie qui insuffle dans les esprits l'illusion de ce que la mondialisation serait le sens même de l'histoire, l'horizon indépassable de l'humanité. Que l'attachement aux nations relèverait de cette inadaptation au monde tel qu'il va et de ces archaïsmes qu'il faudrait à toute force solder. Que l'individu humain n'aurait d'autre destin, celui qui lui incomberait de pleinement accepter son existence hors sol, sans identité, comme pur apatride, y compris dans son propre pays, et donc de n'être plus qu'un vague citoyen du monde. Eh bien, l'école, moyennant les politiques éducatives, a été requise par la logique mondialiste et ultralibérale. Elle leur a été subordonnée. Et celles-ci l'ont profondément remodelée. Soyons concrets là encore, ça a été le cas d'abord par l'abaissement du niveau d'exigence et des savoirs effectivement transmis. Pour s'en convaincre de cet abaissement, il suffira de considérer historiquement des programmes scolaires pour voir qu'année après année, on enseigne de moins en moins de choses, les contenus d'enseignement sont revus à la baisse. On a ainsi, et ce n'est pas une exagération, progressivement condamné l'élève à l'ignorance. Mathéo tout à l'heure s'étonnait de ce que ces élèves ignorent un mot français d'usage plutôt courant. On pourrait multiplier l'exemple à l'infini. Ensuite, le mondialisme, l'idéologie mondialiste s'est marquée, on l'a évoqué aussi, et peut-être plus significativement encore, par le refus manifestement assumé de transmettre le patrimoine et la culture nationale. Le français est tellement mal et tellement peu enseigné que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui, pour ainsi le dire, comme exilés hors de leur propre langue. Quant à l'enseignement de la géographie ou de l'histoire, ils maintiennent largement ces mêmes jeunes dans l'ignorance de ce qu'est leur pays, ses ressources et ses richesses, de même que dans l'ignorance de ce que furent les pages glorieuses et les héros de son histoire. Napoléon et De Gaulle ont progressivement disparu, par exemple, des programmes d'histoire. On a plus généralement encore, toujours au titre de cette idéologie ultralibéralo-mondialiste, prétendu placer l'élève au centre du système. Ceci est inscrit dans la tristement célèbre loi Jospin de 1989, qui a notamment porté création des IEFL. Eh bien, plus on a placé l'élève au centre du système, moins on l'a enseigné, moins on l'a instruit. En quelque sorte, le savoir s'est quant à lui trouvé relégué à la périphérie du système. On a donc ainsi cherché à cesser d'instruire ou à instruire de moins en moins l'élève
Et on lui a interdit ainsi, grâce à l'école, de lui permettre de s'élever dans le savoir et de s'assurer un avenir. En fait, on a prétendu le solliciter dans il y a un énorme contresens qui est à la source même de ces formations qui, dans les faits, ont consisté en une véritable déformation des enseignants. Je pèse mes mots, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants passés par les UFM ont très vite compris, et heureusement pour eux, que pour pouvoir faire ce métier correctement, il fallait qu'ils fassent exactement l'inverse de ce qu'on leur avait appris à faire dans les UFM. Voilà. Donc les UFM, c'est là, c'est le terme connu par le pédagogisme. Mal entendu cette déviance de la pédagogie qui se méprend sur ce que c'est qu'un élève parce qu'elle envisage le rapport de ce qui en plus sont des pseudosciences, la psychopédagogie et autres foutaises. Voilà, donc il faudra en finir, c'est un élément essentiel. Là, Merci Alain. C'est ça, très bien. Je ne sais pas, qu'est-ce que quelqu'un a d'autre chose à rajouter sur ça? Oui, Monsieur Stéphane, de la mienne. Déjà, je suis très surpris quand je vois la formation des éducateurs sportifs, où on a quand même 30% du temps qui est consacré à la pédagogie, aussi bien pratique qu'en salle. Et je m'étonne que pour former nos enfants en éducation nationale, on n'a pas de cours de pédagogie dans les formations. C'est la grosse surprise pour moi aujourd'hui. On apprend quelque chose tous les jours. Et puis je reprends le micro aussi, surtout pour poser une question que j'ai beaucoup de mal à trouver la réponse. En venant sur l'intervention de notre ami ce matin, où il nous disait que le vendredi, acrobranche, le lundi, tir à l'arc, je pense que c'est dû à une absence de professeurs. Et on sait le chiffre, 860 000 enseignants au niveau national. Combien enseignent réellement sur le terrain? Ce chiffre, on n'arrive pas à le savoir. Est-ce que vous avez des précisions? Est-ce que vous pouvez... Il y a alors, le ministère le sait à peu près, je dis à peu près parce qu'il y a certains éléments qui laissent soupçonner qu'il ne sait pas, ce qui est incroyable, exactement le nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale, et particulièrement de personnel enseignant. Par contre, les estimations qui existent, et c'est énorme effectivement, c'est que sur les 800 000 et quelques, 860 000 personnels enseignants, donc au total, c'est 1 100 000 si on compte les personnels non enseignants. C'est 860 000, effectivement, pour 840 et 860 000 pour les personnels enseignants. Il y aurait à peu près un dixième de l'effectif, voire plus, 100 000 environ, équivalent temps plein, qui ne seraient pas dédiés à des actes d'enseignement. Donc là-dedans, il y a les congés maladie, alors je ne veux pas faire de la démagogie outrancière, en tout cas, je ne suis pas en train de dire que les enseignants sont tous malades, même si beaucoup ont des raisons d'être en dépression. On sait par exemple, c'est connu qu'il y a une maison de santé de repos spéciale de l'éducation nationale, elle est connue, elle s'appelle la Verrière, bon, mais il y a beaucoup de congés maladie, effectivement, dans cette profession. Par ailleurs, les charges syndicales extrêmement nombreuses. En troisième lieu, les congés pour formation, stage et autres choses dont souvent on se demande à quoi ça sert.
et si c'est même recommandable. Parce que si effectivement c'est pour se mettre au congé formation, pour recevoir une formation UFR bis, ça tombe sous le coup de la condamnation que je formulais tout à l'heure. Donc ça a donné effectivement un huitième, un dixième de l'effectif qui équivalent temps plein, qui n'enseigne pas. Un huitième. Merci. Monsieur Stéphane, vous êtes donc aussi dans l'éducation, le sport, hein, c'est ça? Voilà. Et parlant de ce huitième, c'est aussi bien qu'ils soient où ils sont, entre parenthèses, parce que si on les met les traits des élèves, c'est encore plus catastrophique. C'est un peu méchant. Mais bon. Alors, est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur ça? Des parents d'élèves, est-ce qu'il y a des parents d'élèves ici? Parce que c'est enfin... Bon, vous êtes parents d'élèves nécessaire du système que nous avons de nos voeux. Et la troisième conviction que nous partageons, alors peut-être pas encore avec la totalité de nos concitoyens pour l'instant, mais ils sont de plus en plus nombreux à la partager aussi, eh bien, c'est que la condition politique, d'abord la condition de ce sursaut est politique, et que la condition politique de ce sursaut passe par l'arrivée de Marine Le Pen aux responsabilités, qui sera, par la volonté politique sans faille qui est la sienne, et qu'elle incarnera à la tête de l'État aussi prochainement que possible, eh bien, permettra la mise en œuvre effective des mesures, des réformes qui permettront le redressement effectif du système. Donc, je dirais, et je vais entrer, si j'ai un peu de temps, dans le détail de quelques analyses que je voudrais vous soumettre, en restant sur un plan assez politique, je dirais, pour repartir, eh bien que ce qui nous caractérise tout de même, c'est que même si nous entendons et nous partageons peut-être un certain, un certain regret, nous déplorons ce qu'est aujourd'hui le système, pour autant nous ne cédons à aucun catastrophisme ni à aucun fatalisme. Parce que nous savons que oui, l'école peut être redressée pour peu que les conditions politiques donc, de ce redressement soient mises en œuvre. Je crois que pour bien mesurer ce que doivent être ces conditions qu'il faut mettre en œuvre pour que le système puisse être redressé, eh bien, il faut entrer dans le détail d'une analyse politique des causes du déclin que connaît le système. Je dirais tout d'abord qu'il faut voir dans la situation actuelle un contresens majeur sur la notion républicaine d'égalité. L'égalité républicaine, en effet, s'est trouvée depuis très longtemps comprise à contresens, et ceci du fait tout particulièrement d'un certain nombre de sociologues, au premier rang desquels Pierre Bourdieu et de ses disciples. Du coup, le contresens qu'on a commis sur l'égalité et sur le détail duquel je vais revenir a conduit à accoucher d'un monstre qu'est l'égalitarisme, qui, même si les deux mots se ressemblent, égalité et égalitarisme, il n'en reste pas moins que l'égalitarisme est l'exact contraire de l'égalité républicaine et donc en est la plus aboutie des perversions. Et pourtant, de l'égalitarisme dont je vais parler, que je vais décrire un peu, eh bien, l'école, le système scolaire a été, malheureusement et pour le pire, le champ d'application. L'égalité bien comprise, d'abord, c'est fondamentalement l'égalité des droits et l'égalité des chances. L'égalité des chances implique, pour autant que les chances égales soient données à tous, l'émulation par l'effort et la promotion par le mérite. Paul Langevin, que nous aimons bien citer, aussi parce que de plus en plus de membres du Rassemblement Bleu Marine, mais aussi du Front National, viennent de la gauche. Paul Langevin, donc, résumait cette égalité républicaine dans une formule aussi brève qu'incisive que nous avons souvent citée. Il parlait de la tâche qui doit être assignée à l'école, qui est la promotion des meilleurs, la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Eh bien, cette sélection des meilleurs par la promotion de tous a résolument, depuis bien trop longtemps, cessé d'être. Justement, l'école et l'université se sont orientées vers l'exact contraire de ce que préconisait Paul Langevin. L'école et l'université, en effet, ont été réformées depuis des décennies, de sorte à ce que le moins de sélection possible soit opérée, au point de largement nier les différences de compétences et d'aspiration qui pourtant souvent se manifestent précocement chez les enfants. Sous couvert d'une pseudo-démocratisation, en contradiction donc totale avec l'égalité républicaine,
les politiques éducatives ont procédé à une massification qui a compromis l'ensemble du système. Le collège d'abord, le lycée ensuite, et jusqu'au premier cycle universitaire. À mesure que l'idéologie égalitariste était érigée en dogme, on a interdit que la sélection des meilleurs puisse s'opérer par la promotion de tous, et de fait l'école est devenue de plus en plus inégalitaire. Pour prendre des exemples concrets, c'est au titre de ce pernicieux égalitarisme qu'on a mis en place dans les années 70 le collège unique. Le collège unique a condamné ceux des enfants qui se seraient réalisés et épanouis dans les filières manuelles et techniques à suivre le même enseignement que ceux davantage disposés à se réaliser dans le cadre de savoirs plus théoriques. Et l'on a, ce faisant, par égalitarisme donc, étouffé les compétences des uns comme des autres, interdit la réalisation des talents de chacun, produit un échec scolaire massif et nourrit la violence scolaire qui en découle. On a, par égalitarisme, toujours et encore, prétendu conduire tous les jeunes au baccalauréat. Sous le prétexte égalitarisme d'opérer aucune sélection, la quasi-totalité d'une classe d'âge obtient aujourd'hui un bac de facto profondément dévalorisé, mais autorisant la poursuite d'études longues à l'université. Ici, ce cas de très pernicieux, de profondément pernicieux, le contresens égalitariste apparaît dans toute son ampleur, car une sélection autrement plus brutale et injuste s'opère dans les faits. Le taux d'échec en première année de licence est massif. Arnaud a parlé tout à l'heure de 33%, d'un tiers en première année de licence de droit. Quand on prend les choses globalement, le taux est beaucoup plus élevé, il dépasse les 50%. Donc là, il y a effectivement une sélection qui s'opère. Nos étudiants, nos primo-étudiants sont très contents d'avoir une bac, leur famille aussi, sauf qu'ils échouent massivement à l'université. Et ceux qui parviennent à poursuivre leurs études, eh bien, obtiennent bien souvent des diplômes universitaires très largement dévalorisés, et la sélection s'opère encore plus tard sur le marché du travail, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver de débouchés. Du coup, l'hypothèque qui pèse sur notre système scolaire est donc devenue quasiment totale. À l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, dont je voudrais dire un mot, qui sont les classes même de l'élitisme républicain, où le principe d'élitisme républicain demeure vivace, et dont je dirais, ce qui rejoindra la remarque que j'ai faite tout à l'heure à propos de la réforme de la voie professionnelle, que du coup, ce sera sur le modèle des classes préparatoires, sur le modèle que nous envisagerons une réforme du système. Eh bien, hormis les classes préparatoires et quelques autres lieux d'excellence, l'école est donc naufragée. Il serait toutefois partiel, toujours pour poursuivre cette analyse, d'imputer le déclin de l'école au seul égalitarisme. Si cette idéologie délétère a largement inspiré les politiques éducatives menées depuis une trentaine d'années, cette idéologie a été le vecteur de notre idéologie double, qu'est l'idéologie libérale, ultralibérale et mondialiste. On note au passage, comme on voit bien ici, qu'il y a une œuvre commune des différents gouvernements, de gauche comme de droite, puisque l'égalitarisme a plutôt été porté par les politiques scolaires conduites par les gouvernements de gauche, alors que les politiques d'inspiration libérale et mondialiste ont été plutôt dans l'ensemble, disons, conduites par les gouvernements de droite, mais tout cela, bien entendu, a convergé. Le mondialisme, c'est cette idéologie qui insuffle dans les esprits l'illusion de ce que la mondialisation serait le sens même de l'histoire, l'horizon indépassable de l'humanité. Que l'attachement aux nations relèverait de cette inadaptation au monde tel qu'il va et de ces archaïsmes qu'il faudrait à toute force solder. Que l'individu humain n'aurait d'autre destin, celui qui lui incomberait de pleinement accepter son existence hors sol, sans identité, comme pur apatride, y compris dans son propre pays, et donc de n'être plus qu'un vague citoyen du monde. Eh bien, l'école, moyennant les politiques éducatives, a été requise par la logique mondialiste et ultralibérale. Elle leur a été subordonnée. Et celles-ci l'ont profondément remodelée. Soyons concrets là encore, ça a été le cas d'abord par l'abaissement du niveau d'exigence et des savoirs effectivement transmis. Pour s'en convaincre de cet abaissement, il suffira de considérer historiquement des programmes scolaires pour voir qu'année après année, on enseigne de moins en moins de choses, les contenus d'enseignement sont revus à la baisse. On a ainsi, et ce n'est pas une exagération, progressivement condamné l'élève à l'ignorance. Mathéo tout à l'heure s'étonnait de ce que ces élèves ignorent un mot français d'usage plutôt courant, on pourrait multiplier l'exemple à l'infini. Ensuite, le mondialisme, l'idéologie mondialiste s'est marquée, on l'a évoqué aussi, et peut-être plus significativement encore,
par le refus manifestement assumé de transmettre le patrimoine et la culture nationale. Le français est tellement mal et tellement peu enseigné que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui, pour ainsi le dire, comme exilés hors de leur propre langue. Quant à l'enseignement de la géographie ou de l'histoire, ils maintiennent largement ces mêmes jeunes dans l'ignorance de ce qu'est leur pays, ses ressources et ses richesses, de même que dans l'ignorance de ce que furent les pages glorieuses et les héros de son histoire. Napoléon et De Gaulle ont progressivement disparu, par exemple, des programmes d'histoire. On a plus généralement encore, toujours au titre de cette idéologie ultra-libéralo-mondialiste, prétendu placer l'élève au centre du système. Ceci est inscrit dans la tristement célèbre loi Jospin de 1989, qui a notamment porté création des IEFM. Eh bien, plus on a placé l'élève au centre du système, moins on l'a enseigné, moins on l'a instruit. En quelque sorte, le savoir s'est quant à lui trouvé relégué à la périphérie du système. On a donc ainsi cherché à cesser d'instruire ou à instruire de moins en moins l'élève, et on lui a interdit ainsi, grâce à l'école, de lui permettre de s'élever dans le savoir et de s'assurer un avenir. En fait, on a prétendu le solliciter dans sa spontanéité prétendument créatrice, de sorte qu'il n'est nullement exagéré de voir dans le système scolaire d'aujourd'hui l'école du capitalisme total, dont parle Jean-Claude Michéa, tant l'école est aujourd'hui. Allô, allô, ça marche? Vous m'entendez? Ça résonne pas trop? Non? Très bien. Alors, bonjour à tous. En premier lieu, bien, je tiens très sincèrement à remercier nos bénévoles, c'est-à-dire Edouard, Maxime, Richard, Alcémira, Thierry, enfin toute l'équipe de bénévoles, qui grâce à leur travail nous permettent de vous accueillir dans ces salles du Prieuré Saint-Martin. Enseignants, directeurs d'école, n'oubliez pas s'il vous plaît, c'est vrai, on a besoin de vous, de remplir les bulletins d'adhésion du collectif Racine, parce que c'est vrai que cet argent, on a besoin d'argent, c'est l'argent personnel des bénévoles pour financer cette rencontre. Et puis si vous êtes simplement parents d'élèves ou simplement intéressés, sensibles à notre cause, eh bien vous pouvez aussi prendre un petit bulletin de soutien en fait, une somme minimale de 5 € et demander. Voilà, donc en premier je commence par remercier, c'est vrai, vous demander de nous soutenir. Vous avez remarqué que cette salle municipale est aussi le prieuré Saint-Martin, une ancienne chapelle du XIe siècle. Voilà, donc le collectif Racine porte son nom, on est très attaché à notre histoire et à des lieux comme celui-ci. Nous remercions aussi tous nos autres partenaires du Rassemblement Bleu Marine, en particulier le Front National, qui est représenté ici par un certain nombre de secrétaires départementaux, et je vais vous demander s'il vous plaît de vous le faire quand je vous nomme, si je ne vous oublie pas. Je veux parler de M. Colombier de l'Indre, voilà, M. Omelette, merci, M. Colombier à nous, et puis merci pour tout ça. Je veux parler aussi de Mme Foreau, représentante déléguée de M. Foreau, qui vient du Puy-de-Dôme. Je veux parler de M. Gérard, qui vient de la Haute-Vienne, et puis son responsable des FMJ, Jérémy Eckart, c'est bien ça. Merci aussi à M. Stéphane qui vient de la Nièvre, Stéphane qui vient de la Nièvre, qui est aussi un enseignant éducateur sportif. Hein. Voilà. Je vais parler aussi de M. Chauvet, qui vient du Loiret. Personne, M. Baume, je ne sais pas, on ne se connaît pas encore. De la Creuse, merci d'être avec nous. Puis enfin aussi, je remercie les absents qui, malheureusement, en raison de la tenue des élections sénatoriales, n'ont pu venir ici sans excuse aujourd'hui. Je parlais de Mme Lopez, secrétaire départementale FN de la Maguier, et M. Ferrand de Lyon. Voilà.
Donc le collectif les remercie encore une fois parce que grâce à leur grand esprit d'ouverture et leur volonté affirmée de rassemblement de tous les Français, de tous les patriotes. Merci encore une fois. Enfin, un autre remerciement, c'est la partie des remerciements que vous voyez. Je dirais même un hommage à une personne qui est à l'origine de tout pour son précieux soutien. Cette énergie débordante qu'il a et qui nous entraîne dans son sillon, je veux parler de Alain Veillot, secrétaire général du collectif Racine. Dans quelques instants, Alain nous présentera le collectif Racine d'une façon générale, son organisation, sa raison d'être et ses valeurs. Un grand remerciement aussi parce que vous venez de Nantes, vous avez fait le voyage ce matin, Arnaud aussi, il vient aussi de Nantes, Arnaud Dorigné, cofondateur du collectif Racine Marianne, c'est bien ça, je ne me trompe pas, et qui représente donc le collectif étudiant, du rassemblement de... À droite d'Arnaud, on a donc M. Claude Dacier, excusez-moi, M. Chassier, ce charmant monsieur, donc, et alors je ne me trompe pas, est inspecteur de l'éducation, ancien inspecteur de l'éducation nationale. Il est du collectif Racine de Lyon, et vous interviendrez, Claude, cet après-midi sur le thème donc, de l'enseignement technique et professionnel. Voilà, cet après-midi. Voilà, les présentations sont faites, et moi-même, oui. Quant à moi, je suis Joanne Guilherme, dont la plupart on se connaît, on s'est eu au téléphone, on s'est rencontrés, je suis venu vous voir. Je suis enseignant indépendant, je suis une petite école privée de cours à domicile. J'ai enseigné en école publique comme professeur de sciences et de mathématiques dans le canton de Vaud en Suisse romande. Je suis berrichon et né à Bourges. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les enfants du primaire et aussi du secondaire. Au programme de la journée, eh bien, nous lancerons ce matin, là c'est l'intervention de Alain Veillot, bien sûr, présentant politique, mais aussi le lancement d'une section, la celle du Cher, c'est pour ça que vous êtes invité ici aujourd'hui à Bourges. Je vous en parlerai en tant qu'enseignant du primaire, parce que je suis responsable de cette section-là, et je parlerai essentiellement de l'école primaire dans le Cher tout à l'heure, ce matin. À midi, un buffet vous sera offert par nos bénévoles qui sont en train de regarder là-haut et qui vous attendent impatiemment. Et puis cet après-midi, en début d'après-midi, à 15h, jusqu'à 15h environ, seront abordés plutôt les aspects régionaux et nationaux. Nous aurons l'honneur de vous présenter de nouveaux visages, nouveaux responsables régionaux du collectif Racine, du Grand Centre. C'est-à-dire ça regroupe les régions d'Auvergne, de Bourgogne, du Limousin, et du Centre. D'accord, Grand Centre. Je rappelle qu'il y a presque un an, Marine Le Pen, Alain Veillot, Valérie Lopi, puis tous les nouveaux créateurs du collectif Racine, c'était le 12 octobre, d'ailleurs c'est la première fois qu'on se rencontrait, Alain, et bien tous posaient à Paris les fondations du collectif Racine. Les premières pierres sont déjà montées. Nous vous annonçons que l'édifice commence à prendre forme. Contrairement à ce qui a pu être dit, c'est vrai, dans certains articles, un certain article d'ailleurs du Figaro du 3 septembre dernier, où il était question que le collectif était une coquille vide, et bien nous annonçons, certes c'est une jeune structure, mais elle a une âme, elle contient une âme. Et nous vous présentons donc cet après-midi encore une fois les nouvelles et belles âmes du grand collectif, du collectif Racine du Grand Centre. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, place à M. Alain Veillot, professeur de philosophie et donc secrétaire général du collectif Racine. Bien, bonjour tout d'abord à tous. Bonjour tout d'abord à tous. Je voudrais commencer par vous dire combien je suis heureux de venir à votre rencontre aujourd'hui à Bourges pour le lancement de la section du Cher du collectif Racine. Nous procédons aujourd'hui au lancement de la 6e section départementale du collectif Racine, ce qui déjà suffit à démentir ce que l'on peut entendre lire et que Joanne évoquait, à savoir que nous serions une coquille vide. Nous avons des adhérents partout en France et nous sommes résolus à couvrir un grand nombre de départements et à être également dans toutes les régions françaises. Je vais faire une présentation de notre organisation. Je commencerai, si vous voulez bien, par dire quelques mots des finalités qui sont les nôtres, et je préciserai la façon dont nous structurons, quel est le type d'organisation que nous mettons en œuvre. Concernant tout d'abord nos finalités, nous en avons deux principales. La première finalité qui est la nôtre, eh bien, c'est de nous adresser à tous les enseignants de France, de manifester à ces enseignants que nous sommes, nous, des enseignants patriotes, et qui avons identifié dans notre engagement patriotique la voie pour redresser
redresser le système scolaire et d'éducation. De ce fait-là, nous travaillons, comme Marine Le Pen le disait à Brachet, dans le sens où nous souhaitons imprégner la société civile. Et le collectif Racine s'inscrit dans un dispositif général, car plusieurs autres collectifs ont vu le jour à notre suite, à commencer par le collectif Marianne, des étudiants, le collectif Audace, dont l'annonce, la création a été faite à Fréjus, lors de l'université d'été de Fréjus, le 7 septembre dernier. Il y a également un collectif Racine Lycée, qui est affilié donc à notre organisation, à notre collectif Racine, qui a vocation à regrouper les lycéens. Donc la stratégie globale des collectifs dans laquelle nous nous inscrivons, eh bien, c'est d'imprégner progressivement des secteurs de la société civile en lesquels nous n'étions à présent que peu implantés. L'autre finalité qui est la nôtre, eh bien, elle est de faire un travail de fond. C'est la raison pour laquelle, je reviendrai tout à l'heure, nous organisons des groupes de travail nationaux. Un travail de fond qui a pour but de préparer la partie éducation du programme présidentiel de 2017. Nous travaillons d'arrache-pied d'ores et déjà dans ce but-là, à cette fin-là, en essayant de mettre en évidence les différentes compétences qu'il y a dans notre organisation. Donc, nous avons là deux principales finalités que nous avons d'ores et déjà commencé à entreprendre d'atteindre. Je dirais par ailleurs que nous nous employons à être visibles partout. Nous sommes en effet présents, nous travaillons beaucoup en produisant des communiqués de presse sur tous les sujets d'actualité. Je prendrai quelques exemples rapides. Nous faisons preuve d'une vigilance toute particulière, particulièrement en ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, qui suscite une inquiétude et un mécontentement assez généralisé. Nous sommes, à ce titre, et pour d'autres dossiers également, dans un travail partenaire avec nos élus. Il n'est pas rare, et même fréquent, que des élus nous demandent de faire des notes pour les aider à voir les positions qu'ils peuvent adopter, notamment dans le cadre des conseils municipaux. Les autres dossiers sur lesquels nous sommes montés au créneau, en quelque sorte, c'est par exemple la fameuse théorie du genre, et plus largement l'immixtion de théories dans l'enseignement qui n'y ont résolument pas leur place. Sans entrer dans les détails, mais pour en parler un petit peu tout de même, la théorie du genre, il a été proclamé officiellement qu'elle était abandonnée. Les ABCD de l'égalité, puisque c'était le nom qu'il portait, qui renvoyait cette théorie, le précédent ministre a dit qu'ils étaient abandonnés, mais en réalité, il subsiste, évidemment, sans le dire, le projet d'introduire cette théorie qui, on en conviendra, je pense tous, est parfaitement scandaleuse et qui, de surcroît, n'a pas sa place dans l'école de la République. Nous avons aussi d'autres dossiers brûlants. Pas plus tard que hier et avant-hier, nous sommes manifestés par la voie de 2 communiqués de presse suite aux incidents qui sont survenus à Paris, dans 2 établissements scolaires où des personnels ont été agressés. Il y a là une chape de silence qui recouvre la réalité de la violence scolaire. Il s'agit pour nous de dire que cela existe et d'articuler notre discours pour signaler, pour que l'opinion prenne pleinement conscience de cette réalité extrêmement inquiétante, d'articuler cela à des propositions concrètes pour que cette violence scolaire précisément cesse. Ce qui passe par le rétablissement de l'autorité des maîtres, par le fait de permettre à l'école de se recentrer sur la transmission du savoir et également, bien sûr, par l'application de sanctions effectives. Or, la culture de la sanction effective, aujourd'hui, semble être passée de mode. Donc, voici pour les 3 niveaux, nos 2 finalités et puis également le niveau auquel nous intervenons. Je voudrais compléter cette présentation en disant donc la façon dont nous nous structurons. Nous mettons donc en place aujourd'hui la 6e section départementale du collectif Racine. Je rencontrerai par ailleurs, ça a déjà commencé tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous pour que nous réfléchissions à la façon de mettre en place de futures sections qui couvriront à terme toute la région Grand Centre. Donc, les sections locales, c'est évidemment quelque chose d'absolument important, notre implantation, parce que de plus en plus nombreux les enseignants nous rejoignent, nous sommes plusieurs centaines et nous approchons le millier, dorénavant.
Les gens qui nous rejoignent, évidemment, veulent pouvoir échanger, se réunir, débattre, unir leurs compétences, et c'est donc la raison pour laquelle nous mettons en place de telles sections. Par ailleurs, les différentes sections est en train d'émerger la volonté d'accomplir donc ce travail de fond qui correspond à la deuxième finalité que je signalais. Ainsi, sur la base de cette volonté, de ces volontés qui émergent des sections locales, nous travaillons à la constitution de groupes de travail nationaux thématiques qui abordent les uns après les autres et ont vocation à aborder les uns après les autres la totalité des dossiers, d'où émaneront un certain nombre de propositions qui se retrouveront dans le programme présidentiel à la préparation duquel nous contribuons. Donc voilà pour une brève présentation du collectif Racine. Je cède la parole, je ne sais pas comment Joël a prévu le passage. Merci Alain. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions justement à ce sujet. Monsieur le journaliste, Monsieur Simon, je ne sais pas si vous avez des questions. Profitez-en, il est là. Ok, alors, pas de questions? Non? Sur une façon générale, sur le collectif Racine? Moi, maintenant, je vais vous présenter, alors on revient plus justement, vous avez vu la 6e section qui est créée dans le Cher, il y en a plein d'autres qui vont venir ensuite, mais on va s'intéresser ce matin au département du Cher. Je vais intervenir simplement en présentant d'une façon générale la partie école primaire, c'est ma spécialité, de notre département et quelles sont les problématiques qu'on rencontre dedans. À l'heure qu'il est, vous avez vu la section ST aujourd'hui, il est difficile d'élaborer une critique parfaite du système tel qu'il est dans notre département, mais les choses viendront au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est concernant la problématique principale qui se présente dans l'appartement et qui n'est pas le seul, les départements alentours, dans le secteur du grand centre, qu'on appelle le grand centre, sont aussi victimes de ça, en quelque sorte. Il y a un important vieillissement de la population du Cher. Et évidemment, ça se répercute sur les effectifs généraux de l'école, aussi bien sur le nombre d'élèves que sur le nombre d'enseignants. Normalement, une baisse générale dans la population s'accompagne évidemment d'une baisse du nombre d'élèves, mais en fait, ce n'est pas si certain que ça. Il est possible, et là j'insiste, il ne s'agit pas ici de faire des critiques directes, critiquer le système, parce que les enseignants font quand même j'espère tous un très bon travail, mais il s'agit ici poser des questions. En fait, Une partie de la baisse des effectifs est peut-être atténuée par l'arrivée de nouveaux élèves. Alors le système, parce qu'il y a un système avec beaucoup d'acronymes, ces élèves s'appelleraient les élèves nouveaux arrivants en France, on appelle les ENAF, mon système, ou les primo-arrivants, ou encore certains qu'on appelle les enfants du voyage. Eh bien, je précise d'ailleurs pas trop apprécier ces acronymes, mais en tout cas, il y a une partie de ces baisses d'effectifs qu'on enregistrerait qui pourrait être atténuée par l'arrivée de ces nouveaux élèves. La première question qui se pose, est-ce que l'arrivée de ces primo-arrivants, c'est-à-dire ces enfants étrangers, ces petits-enfants étrangers, atténuerait-il la diminution du nombre d'élèves dans notre département? C'est la question qu'on se pose. Nous allons étudier la question. En fait, on attend les données brutes de l'inspection d'académie d'Orient-Tours, qui met à peu près un mois pour répondre à nos questions. Il est certain que le phénomène existe déjà dans d'autres départements, notamment le Loiret, à une assez forte intensité. Et nous, on trouve personnellement que c'est beaucoup plus simple qu'un
comme le nôtre ait une bonne démographie, que notre peuple ait une bonne démographie, que ça vienne de nous-mêmes. Et donc c'est vrai qu'on va étudier cette question démographique à la source. Ça c'est la première question. La deuxième question qu'on se pose, est-ce que la perte des classes qu'on a enregistrées en partie dans les secteurs ruraux, c'est-à-dire en partie au sud du département du Cher, par exemple dans le secteur de Saint-Amand, et qui subit aussi donc un fort dépeuplement, est-ce que cette baisse serait compensée par la création de classes dites de primo-arrivants dans d'autres secteurs du département? Est-ce qu'il y aurait, on habillerait Paul pour déshabiller Jacques? C'est la question qu'on se pose. Voilà. Donc ça, c'est les grandes tendances et les questions qu'on se pose donc, dans le département du Cher sur ce plan-là au niveau des effectifs et des classes. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous pouvez faire des remarques, vous venez aussi d'autres départements ruraux. Est-ce qu'on enregistre aussi dans nos départements ce même phénomène? Je ne sais pas, dans Lyon, il me semble aussi, il y a ça, M. Dacier? Dans Lyon aussi. Dans Lyon aussi, on observe ça, il me semble. On observe ce phénomène, en fait, de... Est-ce qu'on observe ce phénomène de développement aussi dans Lyon? Alors, c'est pas grave. Très mauvaise note, attentif aujourd'hui, je vais vous mettre une mauvaise note, je plaisante. Alors, voilà. Concernant ensuite, je voudrais parler d'un autre phénomène. Je vous présenterai un support à ce sujet d'ailleurs, je vous demande 2 secondes le temps que je le ferai. Ceci est un compte-rendu qui a été élaboré par une école de Bourges, en fait, un compte-rendu d'école. Et bon, il sert d'administrateur de support aujourd'hui pour parler de ce qui se passe dans une école du Cher. Alors évidemment, j'ai caché les noms des personnes de l'école parce qu'il ne s'agit pas ici de critiquer le travail des gens, il y a un travail fait. Il s'agit en fait d'apporter, s'interroger sur ce qu'il y a dans ce compte-rendu tout simplement. Alors moi, donc j'ai justement caché les noms des enseignants et de toute une partie des interlocuteurs qui sont dedans, mentionnés dedans. En rouge, j'ai marqué en rouge, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? J'ai mis en rouge ce qui m'étonnait, c'est que je suis pas. Donc il est question d'enfants de voyage, pas de souci pour ça, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il est question par exemple de classe des enfants du voyage. Alors, c'est très bien, il existe apparemment des systèmes d'encadrement spécifiques qui sont liés à des élèves, ces fameux primo-arrivants, tel qu'il est appelé dans le système. Il y a des classes d'accueil qui existent, c'est très bien, de manière à rendre l'enseignement le plus individualisé possible. Hein. Et ça, on peut s'en flatter, parce que justement, si on veut remonter la baisse du niveau, il faut absolument arriver à ces rapports individuels avec les élèves, parce que c'est la seule solution qu'on a pour remonter le niveau d'instruction. Mais ça, c'est pas choquant. Ce qui est peut-être choquant et auquel on doit être vigilant, c'est qu'il y a peut-être une atteinte aux principes fondamentaux de notre pays. C'est que les classes spécifiques, en particulier ici la désignation qui est faite de classe des enfants du voyage, eh bien, il y a un côté communautaire qui ne plaît pas tellement. Il faudrait faire attention à ne pas tomber dans les extrêmes, c'est-à-dire à vouloir individualiser les cours, à tomber à regrouper les mêmes élèves avec les mêmes difficultés, et surtout à les désigner selon leurs origines. C'est quelque chose où on est attaché à l'égalité entre les enfants et on ne souhaiterait pas que la République et la France ne reconnaissent pas les communautés selon des critères d'origine. Hein, ça, c'est très important pour nous. Donc, ceci peut-être illustre en fait qu'on ne sait plus enseigner le français à des populations d'origine étrangère, allophones, et qu'on se sent obligé de les regrouper en pensant certainement, au départ, ça part certainement d'un bon sentiment, hein, mais on a un objectif d'efficacité qui conduit à, je pense, à ce genre d'excès. Ça, c'est une école avec son compte rendu qui est diffusé sur Internet. Hein, je trouvais sur Internet, tout simplement. Voilà. Deuxième chose, vous avez vu donc en rouge, mais aussi en jaune. Je vais vous montrer en jaune et en bleu, 2 couleurs différentes. Donc en jaune, et vous voyez que la plupart du document finalement contient beaucoup de jaune. Ce compte rendu est plein de couleurs. C'est moi qui l'ai mis le jaune, hein, parce qu'en fait j'ai sélectionné des parties dedans. Et puis il y a du bleu aussi. Alors ce qui est bleu est bien et ce qui est jaune n'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi. Je vais parler du pas bien en premier, le jaune. Dans ce rapport, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui concerne le domaine du loisir, en fait. En regardant dans l'ordre, il apparaît que
jeux en plein air, de basket, de musées, de vols scolaires, etc., des vélos, de cirque, de drapeaux, de poteries, de plantes à fleurs, voilà. Okay, c'est très bien. Ça est très bien, mais rappelons-nous les grands objectifs. Rien de tout cela ne doit jamais supplanter les raisons d'être de l'école publique. On est tous d'accord, apprendre à bien lire, à bien écrire et à bien compter. Parce que les choses qui se font, c'est pas noir, ça fait seulement cette petite partie-là en bleu. D'ailleurs, c'est un merci, c'est trop rare, mais c'est un merci d'une association locale qui s'appelle l'association Lire et Faire Lire, là que j'ai rencontré d'ailleurs au forum des associations du monde d'avant. Et ils ont, c'est l'association qui est bénévole, ils travaillent avec tout à fait. Et on intervient dans les classes en fait, pour leur faire la lecture. Donc voilà, c'est seulement, c'est trop important dans les écoles de façon générale, et il devrait y avoir beaucoup plus de bleu que de jaune. C'est ça qu'on a dit. Voilà ce que j'avais à dire sur le département. En résumé, je dirais que voilà, dans le département, démographiquement, existe-t-il des petits-enfants étrangers appelés par le système de primo-arrivants, etc. Eh bien, est-ce que cela maintienne-t-il le nombre d'élèves en école primaire à un niveau encore assez élevé? Est-ce que c'est ça qui se passe? La question qu'on se pose. Et puis, y aurait-il un phénomène, je dirais, mes mots là, mais de substitution de population du fait de notre faible démographie d'enchère, en particulier dans les zones rurales, en faveur de cette population-là. Et enfin, je m'attache à notre département. Méfions-nous de ce souci d'efficacité que nous avons, qui consiste à organiser des classes à tendance spécifique, voire communautariste, parce que simplement, c'est contraire à nos principes d'égalité. Alors, Monsieur Simon, vous partez, oui, vous revenez tout à l'heure à 13h30. À tout à l'heure, merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire. J'aimerais, s'il vous plaît, aller en partie des enseignants. Jacques, je ne sais pas si vous avez rencontré aussi ce phénomène-là dans le secteur. Merci Jacques. Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas pouvoir rebondir sur ce thème. Je n'ai pas, à ma connaissance sur Lyon, ce genre de questionnement. Nous avons plus. Alors, moi, je suis instituteur, j'ai une classe de CE2. Ça fait 9 ans que j'ai ce niveau. Actuellement, mon questionnement, c'est plutôt sur l'importance des effectifs qui, pour rebondir sur ce que vous disiez, on ne peut pas personnaliser, enfin, c'est très compliqué, dans la mesure où les schémas d'école qui étaient nos schémas à nous, il me semble qu'ils ont différé. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont en famille d'accueil, qui ont une dépendance très importante vis-à-vis de l'enseignant sur le temps de classe, ce qui ne permet pas forcément toujours d'arriver à nos objectifs de transmission en français, en mathématiques. Et donc, voilà, sur une journée type, avec des horaires bien fixés, c'est rare que j'arrive à faire tout ce qui est annoncé, clairement, parce qu'il faut s'occuper de faire sans arrêt de la personnalisation. Et les enfants, je veux dire, c'est pas le problème de personnalisation, c'est pas le bon mot, c'est bien, justement, c'est intéressant, mais voilà, le volume étant, la classe étant avec un certain nombre d'enfants, on ne peut pas être partout. Je rappelle les classes dans l'Angleterre à Sens. À Sens, voilà. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a beaucoup de ces activités de loisirs dans ces classes, on vous demande d'en faire? Alors, nous, on a une particularité, l'école où je suis, on a adhéré, pour rebondir sur l'actualité avec les rythmes scolaires, nous, ça fait 5 ans qu'on fait les 5 jours, donc on est bien en avance sur ce que annonce le gouvernement. Après, sans rentrer en détail, je crois que c'est le directeur d'école qui connaît la situation du terrain, qui doit prendre les décisions, voilà, pour faire une petite apostrophe sur ce sujet. En termes d'activité, pour répondre clairement à la question, nous, on nous encourage bien sûr à faire des petites, à faire des activités qui ont été citées ici. Maintenant, notre mission principale, c'est pas ça. Au départ, c'est pas ça. Voilà, moi, c'est lire, écrire et compter. Alors, justement, moi j'ai vraiment ce cas-là, j'espère que ce n'est pas ce cas général pour tous les départements, mais en effet, c'est la tendance qu'on observe. À ceci près, donc nous sur Sens, ce qu'on peut observer
On a une ville qui a un grand passé historique gallo-romain. Je ne vais pas rentrer en détail, mais disons que depuis ces dernières années, ça fait quoi depuis avant Sarkozy, pendant Sarkozy, et passé à Hollande, nous avons de moins en moins de partenariat avec le musée. On travaillait beaucoup avec le musée, on avait un spectacle à la fin de plusieurs matinées, donc c'était assez important. Aujourd'hui, il faut se battre pour avoir une matinée, alors qu'on en avait 8 ou 9 avant. C'est très très compliqué parce qu'il justifie par rapport au manque de budget, etc. Là, par exemple, c'est tout à fait dans le programme d'histoire, on n'arrive pas à raccrocher les idées du programme avec notre travail sur le terrain parce qu'il y a une volonté politique de vouloir ne pas favoriser ça. Donc ça, c'est notre questionnement à nous, enfin, au sens où je suis, c'est travailler avec la mairie, essayer de faire des choses qui sont tout à fait en lien avec le programme. Mais après, voilà, tout ce qui est volleyball, les exemples, toutes ces choses que j'ai pu dire, non, c'est pas ce qu'on recherche. On observe le phénomène à gauche, et ici, c'est ces histoires voilà, je rencontre les associations du monde il y a quelques semaines, et puis l'association protéger le patrimoine du Bourges, qui travaille aussi comme les panorama avec l'histoire locale. Et là, ce thème, en effet, il n'y a pas tant de demandes. Et alors, ici, dans une région, il y a aussi le musée mais il y a une pléthore d'activités en fait dans cette école-là, une pléthore d'activités qui n'ont pas rapport avec l'histoire française à travers cette histoire, vraiment la chasseur, je pense. Et pourtant, tant qu'à devoir réaliser quand elle est scolaire, puisque la loi oblige à présent les communes, l'une des préconisations que nous avons faites, ce dont je l'évoquais tout à l'heure, nous avons été conduits à réagir, ceci dans la perspective notamment d'aider les élus de nombreuses fois sur cette mise en place de la réforme des rythmes. L'une des principales préconisations que nous faisons, c'est que tant qu'à faire, utilisons ce temps pour réveiller les enfants au patrimoine, à l'histoire locale, etc. Il s'avère que la situation tout de même de l'école primaire est telle que, on le sait bien, les enfants savent de moins en moins lire, écrire et compter. Les causes peuvent être analysées, on y reviendra peut-être cet après-midi, je crois que c'est prévu. Et dans le même temps, eh bien, on allonge le temps scolaire en octroyant du temps qui est en fait de la perte de temps en termes scolaires par rapport aux objectifs scolaires. La mission principale de l'école est évidemment celle de l'instruction. Voilà. Les fondamentaux, on s'accordera tous là-dessus. C'est évidemment, par définition, par nature, ce que les enfants doivent parvenir à maîtriser à leur sortie de l'école. Or, le désastre est complet. Je dis quelques mots parce que je pense que ça trouvera écho facilement, donc je peux me contenter d'être allusif. Bon, ce qui se produit concernant la lecture, l'apprentissage de la lecture, c'est que depuis 30-40 ans, on a de plus en plus laissé tomber, laissé de côté une méthode qui simplement